Eu vou começar uma apresentação enquanto os demais colegas que venham a participar vão chegando, até para a gente relaxar um pouco e nos ambientar. Eu sou Alessandro Francisco, do Collège International de Philosophie, que é situado em Paris hoje, e no Campus Condorcet, né, numa instituição chamada Campus Condorcet, que agrega várias instituições, várias universidades. E sou professor no Instituto de Artes da Unesp. E agradeço muito, muito a presença de vocês e gostaria de agradecer às convidadas, né? A convidada conferencista Joana Desplat-Roger, que é também diretora de programa. Lá nós somos diretores de programas de pesquisa. Então, Joana Desplat-Roger, que é diretora de programa de pesquisa no Collège International de Philosophie, e, como eu disse na divulgação para a Rádio USP, não abandonou o seu amor pelo ensino médio, que eles chamam de lycée. Ela continua a ensinar a filosofia nos colégios, que nós chamamos de colégios no ensino médio, em Paris. E para debater essa conferência, cujo título é difícil de traduzir, Joana vai discutir um pouco isso, eu fui responsável por essa tradução difícil, com respeito ao jazz, não é exatamente isso que diz o título, vocês vão ver, mas foi uma forma de criar um duplo sentido, ensaio sobre um desvio filosófico. Para debater essa conferência, para discutir com a gente, eu convidei Ana Maria Kiefer. Ana Maria Kiefer, que é musicóloga, compositora, musicista, porque há musicólogos que não são necessariamente musicistas em termos de performance, mas que é musicista, e que é uma pesquisadora associada do Studio de Recherche de Structuration Électronique na Bélgica. E, para falar um pouco sobre esse evento, eu gostaria só de contar o que na França se chama anedota, que é uma historieta, uma história que envolve a Joana e a Ana separadamente. Então, primeiro, para expressar um pouco da simpatia que eu tenho por ambas. Então, a começar pela Joana, nós nos conhecemos no colégio. Tu as été nommée en juin 2022 ou avant? 2019. 2019. A Joana foi nomeada no colégio antes de mim, ela chegou em 2019, eu me apresentei em 2022, fui nomeado em 2022, nós nos conhecemos nas reuniões. E eu falo a todo mundo, eu via a Joana participando das reuniões, eu falo, gente, essa moça, eu gosto dessa moça. Ela toma posição, né? E assim nós nutrimos uma amizade, além de tudo, além das pesquisas também se relacionarem, nós nutrimos uma amizade. Com a Ana, então, nem se fala. E aí eu queria dizer da minha admiração, queria expressar publicamente também minha admiração pela Ana e meu carinho pela Ana. E para vocês saberem como começou essa relação, ela começou mais ou menos assim. A Ana, eu disse que ela é cantora, mas ela é produtora também. E a Ana produziu algumas das suas pesquisas na forma de CDs e de espetáculos, e ela precisava de um tenor para gravar, de dois tenores, para gravar uma canção francesa do século XVIII, fim do século XVIII, né? Fim do século XVIII, com instrumentos antigos, etc. Então ela pede, na época eu tinha 21 anos, ela pede para o meu professor, você tem algum tenor, algum aluno tenor? E aí ele diz, eu tenho o Alessandro, eu tenho uma voz bonita, etc. E a Ana vai me ouvir. E eu digo isso porque foi a frase que marcou a minha história, eu digo, na música brasileira, sobretudo na música erudita, brasileira, foi que Ana me ouviu cantar Francisco Mignone, eu não sei se você se lembra disso. Lembro. E aí ela disse, a voz dele realmente é muito bonita, mas ele precisa tirar o italiano da voz. E essa frase foi fundamental, queria te dizer, fundamental para o modo como eu faço música brasileira hoje. Então, é o meu modo de homenagear ambas. Merci. E meu carinho por ambas. Assim, eu passo a palavra a Joana Desplat-Roger para a sua conferência e destaco que nós temos 4 exemplares disponíveis para venda do livro, caso vocês se interessem ao final, efetivamente, onde ela trabalha toda essa pesquisa sobre o jazz, ok? Então, sejam bem-vindos, Joana Desplat-Roger. Sobre a tradução, perdão.
Eu fiz a tradução, então, da conferência, ela fará a conferência em francês, nós vamos seguindo aqui com a tradução que eu fiz em português, e eu peço 1000 desculpas, porque eu fiz agora, rapidinho, em 2 dias, então deve haver preposições 2 vezes, algumas coisas, preposições, regências erradas, mas eu queria muito que vocês participassem, e não fazer uma tradução consecutiva, que é muito cansativo. Então, Joana fala em francês, faz a conferência em francês e nós leremos em português. De todo modo, eu estou aqui para esclarecer qualquer dúvida. Obrigado, Joana Desplat-Roger. Merci beaucoup. E agradeço a todos pela participação, e em especial a Alessandro de Lima Francisco por organizar esta conferência, e a Ana Maria Kiefer por me honrar com sua presença. Desculpa-me por não poder fazer esta apresentação em português. Estou aprendendo sua bela língua, mas meu nível não é suficiente para poder apresentar meu trabalho. Agradeço ao Alessandro que traduziu o texto e traduziu suas perguntas para que possamos discuti-las juntos. Alors, si vous me permettez, maintenant, je vais passer en français, ce sera plus facile pour moi. Et n'hésitez pas à me faire des signes si je vais trop vite. Et je vais vous présenter donc mon travail philosophique sur le jazz. Alors, comme respeito ao jazz, ensino sobre desvio filosófico, et la traduction du titre de mon livre, donc paru en France, sous le titre « Le jazz en respect, essai sur une déroute philosophique ». Il a un beau orange comme ça, c'est mon éditeur qui a fait une belle couverture. La traduction du titre d'un ouvrage pose bien souvent un grand nombre de difficultés, comme c'est le cas ici, Alessandro vient d'en parler un petit peu. La première partie du titre, le jazz en respect, repose en réalité sur un jeu de mots qu'il est difficile de traduire en portugais. Pourquoi ? Eh bien parce que le terme de respect revêt en français un double sens. Le respect décrit habituellement l'attitude révérencieuse vis-à-vis d'une chose qui mérite notre respect. C'est bien le sens, je crois, de respeito, en portugais, qui décrit un sentiment tout à fait positif, voire une attitude hautement valorisée du point de vue de la morale. Néanmoins, en français, le terme de respect est également utilisé. Alors, c'est un second usage qui est nettement plus rare que le premier, mais qui existe, pour décrire le fait de maintenir un ennemi à distance. L'expression « tenir en respect » signifie par exemple l'action de menacer quelqu'un avec une arme pour l'immobiliser, apontando uma arma, je crois, en portugais. Ce double usage du terme de respect en français témoigne de quelque chose d'intéressant concernant l'idée générale du respect. Même lorsque celui-ci est positif, et lorsqu'il exprime une attitude révérencieuse, il témoigne aussi toujours d'une certaine distance avec l'objet ou avec la personne que nous respectons. Je respecte cette personne parce que je l'admire, parce que je suis impressionné par elle, ou encore parce qu'elle est plus âgée que moi. Bref, il y a dans le respect une dimension de mérite qui engage une certaine distance avec son objet. Alors c'est justement cette posture intellectuelle du respect, compris dans ce double sens, vis-à-vis du jazz que j'ai voulu interroger dans mon ouvrage. Que ce soit par admiration, par vénération, par crainte ou par menace, les philosophes du XXe et du XXIe siècle ont tenu, je crois, le jazz en respect, c'est-à-dire qu'ils l'ont tenu à distance. Cette difficulté philosophique, je l'ai également caractérisée dans mon livre donc comme une déroute philosophique, dans le sous-titre de mon livre, Un desvio filosófico, pour décrire le fait que le jazz semble constituer un obstacle théorique à la réflexion philosophique. Néanmoins, et c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup, il faut comprendre que cet obstacle n'est pas forcément une mauvaise chose. Il ne conduit pas la pensée à une impasse. Je crois plutôt qu'il pose, en réalité, les conditions d'une philosophie en mouvement, une philosophie qui doit se repenser elle-même par sa rencontre manquée avec le jazz. Cette idée donc d'une philosophie en déroute décrit donc une philosophie non linéaire, non systématique, contrainte à faire des détours et à repenser sans cesse sa trajectoire.
Ma démarche, à cet égard, se situe à la croisée d'un double héritage philosophique vraiment très important pour ma réflexion de manière générale. Premièrement, la perspective deleuzienne, déployée par un philosophe français, pas très connu, mais assez connu par ceux qui ont travaillé sur Gilles Deleuze, qui s'appelle François Zurabichvili, et qui lui supposait que la pensée philosophique ne peut se mettre en mouvement que justement lorsqu'elle heurte, lorsqu'elle bute, lorsqu'elle trébuche sur ce qui lui fait obstacle. Selon ce philosophe, François Zurabichvili, le rôle de la philosophie n'est donc jamais de chercher à résorber l'obstacle. Bien au contraire. La philosophie doit considérer que ce qui lui résiste, ce qu'elle n'arrive pas à penser, apparaît comme, et je cite la Zurabichvili, le signe d'un site positif pour la pensée, tout à la fois critique et nécessaire, inévitable. Ça, c'est quelque chose de très important dans ma réflexion, cet héritage de François Zurabichvili qui lui vient de Deleuze. Et ça a croisé pour d'autres raisons, d'ailleurs, je pourrais en reparler, la perspective cette fois qui est défendue par Adorno. La perspective adornienne, qui, elle aussi, de certaine manière, même si Adorno le dit de manière différente, définit la philosophie comme fondamentalement lacunaire. C'est-à-dire qu'elle doit se composer de distorsions, de faux pas, de lacunes, justement pour être véritablement philosophique. Pourquoi Adorno dit ça ? Eh bien parce que pour Adorno, la lacune apparaît comme le signe d'une pensée qui est au travail, qui s'est véritablement confrontée avec l'inconnu, et donc une pensée qui n'est pas simplement en train de répéter de manière tautologique ce qu'elle sait déjà. Alors voilà un peu pour la présentation générale. J'en viens maintenant à justifier le point de départ de ma recherche, c'est-à-dire pourquoi, au fond, je considère que la philosophie contemporaine, et il faut rajouter occidentale, s'est tenue à distance du jazz. Eh bien, cette question, qui était au fondement de ma réflexion philosophique, repose en fait sur un étonnement. Tout au long de ma recherche, je n'ai cessé de constater l'existence d'un silence philosophique qui m'a semblé assourdissant à propos du jazz. Et ce silence, il me semble qu'il se mesure à deux niveaux. Premièrement, à un niveau esthétique, et deuxièmement, à un niveau politique. Alors, je vais commencer par le niveau esthétique. Du point de vue de l'esthétique musicale, il est amusant, mais aussi, je crois, consternant, de constater, en tout cas, qu'en France, les philosophes actuels de la musique se répartissent, pour le dire assez schématiquement, mais malheureusement, c'est pas si caricatural que ça, en deux camps. D'un côté, on trouve beaucoup de chercheurs qui consacrent leur cerveau à la musique dite savante, à savoir la musique savante occidentale écrite. Et de l'autre côté, on trouve beaucoup de chercheurs qui, cette fois, eux, proposent des études consacrées aux musiques dites populaires, en particulier le rock, le punk ou la noise, dont on parle beaucoup en France en ce moment. Or, cette répartition des rôles n'est pas sans effet concret sur le jazz. C'est l'une des thèses importantes de ce livre. C'est-à-dire que le jazz, justement, n'a jamais été pris en compte par aucun de ces deux camps. Pour une raison très simple, en réalité, c'est qu'il est très difficile de considérer le jazz comme une musique savante. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il ne fait pas le même usage de la partition que la musique, ce qu'on appelle la musique classique. Mais il n'est pas non plus considéré comme une musique populaire. Et d'une manière tout à fait symptomatique, ça m'a toujours fait beaucoup rire, le jazz, dans les études philosophiques récentes, est systématiquement renvoyé du côté de la musique populaire par ceux qui s'intéressent à la musique savante, et à l'inverse, il est renvoyé du côté de la musique savante à ceux qui s'intéressent à la musique populaire. Bref, du coup, personne ne s'intéresse à lui, personne ne s'occupe de lui, et il se dessine d'ici alors le triste destin du jazz, qui n'est pas suffisamment savant aux yeux de l'esthétique musicale traditionnelle, mais il n'est pas non plus assez pop. On parle en France beaucoup de pop philosophie, pour s'inscrire dans le champ des populaires cultures, je te dis. Et du coup, le jazz n'a guère trouvé de place dans le champ de l'esthétique musicale française et européenne. Dès lors, l'une des hypothèses que je travaille dans mon livre consiste à montrer que l'opposition musique savante, musique populaire, constitue au fond un premier motif de ce silence philosophique à propos du jazz. Ce qui est franchement consternant, c'est que cette distinction entre musique savante et musique populaire est très largement remise en cause par la communauté scientifique.
ce qui n'empêche pas toutefois de rester en usage dans le milieu académique, que ce soit d'ailleurs dans la philosophie, mais aussi la sociologie et aussi d'ailleurs dans la musicologie. Manifestement, l'utilisation de cette distinction musique savante, musique populaire, s'accompagne d'un certain malaise chez les intellectuels qui l'emploient, comme en témoignent les nombreuses précautions d'usage qui entourent son expression. On l'encadre toujours de guillemets, sous une forme écrite ou orale, et je suis presque sûre, j'ai déjà vu quelqu'un dire musique savante, musique populaire. Quand on ne peut pas écrire, on utilise les doigts, on met des guillemets. Voilà encore une manière de mettre l'expression à distance, de mettre l'opposition à distance. On a d'autres formulations aussi en français, en tout cas, on dit la musique dite savante ou la musique dite populaire, qui est une manière de dire c'est pas moi qui dis ça, mais c'est comme ça qu'on dit. Cet usage normalisé des guillemets met en évidence la difficulté philosophique dans laquelle nous plonge au fond cette distinction dont les insuffisances sont connues depuis fort longtemps. Mais alors que le monde académique aurait pu profiter de l'exemple du jazz pour justement remettre en cause cette distinction que presque tout le monde s'accorde à dénoncer comme étant caduque, la philosophie au fond a fait l'inverse. Elle a perpétué l'usage de cette distinction pourtant peu probante. Elle a produit une mise à la carte du jazz qui demeure une musique ni savante ni populaire. Par commodité ou par ignorance, l'esthétique musicale ne s'est guère saisie de l'occasion du jazz que le jazz lui offrait pour proposer une réflexion véritablement critique sur les termes de savant et de populaire. Elle a préféré exclure le jazz de son champ d'études. Ça, c'était pour le niveau esthétique. J'en viens maintenant au niveau politique. À un second niveau, donc je pense que ce silence philosophique au sujet du jazz est au fond encore plus préoccupant d'un point de vue politique. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il faut rappeler que le jazz, et plus encore le free jazz, a toujours revendiqué ses liens étroits avec les revendications de la communauté africaine-américaine. Pourtant, les penseurs qui étaient sensibles à la question de l'émancipation des peuples, notamment dans les années 60-70, 1960-1970, se sont très peu intéressés à la question du free jazz. Tentons d'expliquer ce point. L'expression free jazz, sans doute vous le savez déjà, mais je le rappelle, si ça peut être utile, vient du titre de l'album d'Ornette Coleman et de son double quartet. Un album qui s'appelle Free Jazz et qui prendra rapidement une valeur de manifeste. Le free jazz, l'album Free Jazz d'Ornette Coleman, marque un véritable tournant au sein de l'histoire de jazz. Car Coleman clame dans cet album une libération vis-à-vis des règles esthétiques considérées comme celles du jazz. Or, cette revendication esthétique du free jazz se double en réalité d'une revendication cette fois explicitement politique et révolutionnaire. Puisque, par le free jazz, les Noirs américains entendent proclamer la réappropriation d'une musique qui était originellement la leur, mais qui, au fil de ces différentes évolutions, a subi un mouvement de récupération par des normes esthétiques et économiques de la société blanche américaine et européenne. Pour prendre toute la mesure de la portée politique du free jazz, il est nécessaire de rappeler son émergence au sein d'un contexte particulier qui correspond à la création du Black Arts Movement, BAM, dont Leroy Jones, alias Amiri Baraka, est l'un des fondateurs. C'est-à-dire que dans les années 1960 et 70, le BAM, le Black Arts Movement, regroupe un certain nombre d'artistes, de philosophes, de militants africains-américains qui revendiquent leur art comme le versant esthétique et spirituel du concept de Black Power. Explicitement séparatiste, ce mouvement prône une black esthétique et promeut un affranchissement total vis-à-vis des canons de l'esthétique occidentale. Et dans cette perspective, le Black Arts Movement assume un certain fonctionnalisme de l'art, c'est-à-dire que la finalité de l'art doit être de favoriser la prise de conscience du peuple noir, promouvoir les arts qui affirment la capacité du peuple à la révolte et à l'autodétermination, et enfin à préparer le peuple à l'action révolutionnaire. Ce contexte politique particulier des années 1960 et 1970 trouve des répercussions importantes au sein de la réception du free jazz. Alors, notamment en France, j'ai beaucoup travaillé cette question-là, c'est passionnant. Les premiers concerts de free jazz sont accueillis en France par des cris, des sifflets. Pourquoi ? Bien parce que, justement, cette politisation du discours des musiciens noirs
apparaît comme proprement intolérable pour une grande partie de la critique musicale de l'époque, qui s'était donné beaucoup de mal pour faire accéder le jazz au rang d'art universel, justement, là je vais mettre les guillemets, et qui assiste brusquement à une revendication qui abaisse l'œuvre à la cause de la révolution, qui plus est la révolution noire. Alors on aurait pu s'attendre, en tout cas moi je m'attendais, à ce que ces questions posées par le free jazz, concernant la culture africaine-américaine, la révolution noire, la domination impérialiste, etc., trouvent un écho philosophique. Pourtant, les philosophes français contemporains de jazz, et ceux-là même qui ont produit des analyses politiques largement débattues, dans ces mêmes années, je pense à Foucault, Deleuze, Althusser, Rancière, et il y en aurait d'autres, n'ont jamais pris position sur les revendications politiques portées par cette musique. Les grands philosophes engagés du XXe siècle apparaissent en quelque sorte comme les témoins silencieux de toutes les controverses autour des politiques du jazz que nous venons d'évoquer. Et à cet égard, la forte politisation du discours des musiciens africains-américains contraste, il me semble, avec l'apathie de sa réception philosophique. Alors, je vais maintenant préciser davantage ce que j'entends par ce silence philosophique à propos du jazz, donc vous avez compris, qui est double, esthétique et politique. Je vais le préciser, pourquoi ? Parce que, bien évidemment, ce silence philosophique ne revêt pas la même signification chez l'ensemble des philosophes du XXe siècle. La manière dont le jazz est tenu en respect, au sens de apontando ou arma, n'est évidemment pas toujours le signe d'une hostilité à l'égard du jazz, même si, et je vais essayer de vous montrer pourquoi, dans certains cas, il paraît évident qu'elle peut devenir hostile. Je commencerai par vous parler brièvement de Philippe Lacoue-Labarthe. Philippe Lacoue-Labarthe qui apparaît, je vous prends cet exemple parce que c'est le parfait exemple d'une forme de respect révérencieux à l'égard du jazz. Philippe Lacoue-Labarthe, peut-être que vous le connaissez pas, il n'est pas si connu que ça, il est important en France, c'est un philosophe français qui était un grand ami de Jean-Luc Nancy, et qui, lui, je prends cet exemple-là, pourquoi ? Parce que Philippe Lacoue-Labarthe vénérait tellement le jazz que, au fond, lui, c'était son adoration du jazz qui l'empêchait d'en produire une théorie philosophique. D'après le témoignage direct de Jean-Luc Nancy, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter de toute cette histoire, Philippe Lacoue-Labarthe, du temps de son vivant, écoutait du jazz de manière quasi religieuse. Il s'isolait, tout seul, pendant des heures, dans une pièce qui était exclusivement réservée à l'écoute du jazz. Or, bien qu'il ait écrit plusieurs livres sur la musique, qui sont des livres importants en France, il n'a jamais évoqué le jazz dans ses écrits. Son silence sur cette musique était au fond, dans son cas, pleinement revendiqué, et surtout il y avait une explication assez claire, c'est que Philippe Lacoue-Labarthe considérait qu'il lui était juste impossible de parler de ce qui le touchait de trop près. On retrouve par ailleurs cette même posture intellectuelle dans un écrit de Derrida au sujet de la musique en général. Un texte de Derrida que j'aime beaucoup, qui a été publié en 2003 dans la revue Rue Descartes, qui est justement la revue du Collège international de philosophie, avec laquelle j'ai l'occasion de travailler justement avec Alessandro. Je vous lis cet extrait de Jacques Derrida qui est très intéressant, il me semble, parce que il témoigne de ça, c'est-à-dire du respect révérencieux de l'impossibilité de parler de ce qui nous touche de trop près. Voilà ce que dit Derrida. Il dit, au sujet de la musique en général, encore une fois, pas le jazz en particulier. Il dit « Je me sens encore plus respectueux que les philosophes assourdis ou assourdissants qui osent parler de la musique en la déniant, en l'objectivant, c'est-à-dire en l'évitant et en la maintenant à distance, à portée de vue, c'est-à-dire de façon inaudiblement inouïe. Je suis donc dans le silence obstiné de ma conscience coupable, pire et meilleur qu'eux. Pire, parce que je n'ai à peu près jamais soufflé mot de la musique comme telle, meilleur, parce que je n'ai au moins pas soufflé mot et prétendu en dire quelque chose de pertinent et d'approprié. J'aime beaucoup ce texte parce que, pour en parler des heures, c'est compliqué de façon de faire de la philosophie de la musique et au fond, il y a une honnêteté intellectuelle d'admettre cette difficulté de parler de quelque chose comme la musique. Voilà. Alors on a Philippe Lacoue-Labarthe qui parlait de musique, mais pas de jazz parce que justement il aimait trop de jazz. Et on a Derrida qui lui parle pas de musique parce que, estimant que c'est trop difficile. Mais, à la différence de Lacoue-Labarthe, Jacques Derrida, puisque je viens de vous lire ce texte de Jacques Derrida, c'est lui un jour véritablement confronté philosophiquement au jazz. Et plus précisément, il s'est confronté à la scène du free jazz. Je vais maintenant vous parler d'une anecdote qui est très connue en France et qui me semble particulièrement intéressante. Alors, c'est vraiment une anecdote.
À la suite de sa rencontre, la rencontre de Derrida avec le musicien de free jazz Ornette Coleman, c'était une rencontre en juin 1997. Derrida accepte l'invitation que lui lance Ornette Coleman, parce qu'Ornette Coleman lui propose de participer à son concert qui est programmé au Festival de jazz de la Villette à Paris quelques jours plus tard. Derrida accepte. Mais Derrida n'est pas un connaisseur de free jazz, ni même de jazz d'ailleurs. Et il accepte parce que l'expérience l'intéresse et il écrit un texte spécialement pour l'occasion qu'il vient lire sur la scène accompagné de Coleman et de ses musiciens. Hélas, Derrida ne terminera jamais la lecture de son texte. C'est-à-dire qu'il n'a pas été présenté à l'assistance, au public, par Ornette Coleman, et à un moment donné, il est conduit à interrompre sa lecture et à quitter la scène précipitamment sous les insultes, les sifflets, les injures du public. Cet incident de Derrida qui doit partir comme ça en étant insulté par le public est extrêmement violent. Elle m'a été rapportée par beaucoup de monde, des amis philosophes qui étaient venus justement parce que Derrida allait parler sur la scène de Ornette Coleman, et tous témoignent d'une grande violence au fond de cette scène. Et je crois que cette violence, cet incident dit quelque chose au fond du rapport qui se joue, du rapport problématique qui se joue entre le jazz et l'intellectualisme philosophique. C'est-à-dire que si Derrida, au fond, a été malmené sur cette scène du free jazz, c'est sans doute parce qu'il représentait à ce moment précis la figure de l'intellectuel qui est venu contaminer la musique par un discours théorique. C'est une situation tout à fait paradoxale. Pourquoi ? Parce que la posture de Derrida ne correspond justement pas du tout à celle de l'intellectuel qui travaille à subsumer la singularité de la musique sous des concepts théoriques abstraits. Bien au contraire, la philosophie de Derrida, elle est connue pour dénoncer la tendance à l'appropriation de l'art par la conceptualisation philosophique de traditions post-platoniciennes. En d'autres termes, c'est en explorant par ce que Derrida appelle l'écriture, ce qui déborde la conceptualité philosophique, que Derrida a, malgré lui, ce jour-là, représenté la posture du savant, une posture qui a copieusement été huée par le public habitué à la musique de Coleman. Alors, évidemment, encore une fois, il ne s'agit que d'une anecdote. Mais je crois que cette anecdote dit quelque chose d'important sur cette impossible rencontre que j'essaie de vous raconter entre le jazz et la philosophie. Reconnaissons néanmoins à Derrida une chose, c'est le mérite d'avoir essayé de s'y confronter, même si sa tentative se clôt donc sur un échec mémorable. Je poursuis un peu cette exploration de ces différents échecs philosophiques par un mot sur le cas particulier de Jean-Paul Sartre, maintenant. Voilà un autre exemple qui me semble très déroutant, parce que je parle de déroute philosophique. Sartre a toujours affiché son goût pour le jazz. On sait qu'il a fréquenté les hauts lieux de jazz parisiens, par l'intermédiaire notamment de Boris Vian, qu'il a fait la connaissance de Charlie Parker, de Miles Davis. Pourtant, dans un article assez célèbre, daté de 1947, intitulé Nick's Bar, New York City, Sartre commence cet article par une phrase qui a fait couler beaucoup d'encre lorsqu'il écrit la chose suivante: « La musique de jazz, c'est comme les bananes, ça se consomme sur place. » Rien que cette phrase-là, mais je continue quand même. La suite de l'article ne fait que confirmer, au fond, le mépris sartrien à l'égard de la dimension politique du jazz. Sans remettre en cause la sincérité de son goût pour cette musique, c'est certain qu'il aimait le jazz. Sartre, dans cet article, se contente néanmoins de présenter le jazz comme une musique de pur divertissement, produisant, je cite Sartre, une frénésie sans issue, une recherche coléreuse et vaine du plaisir. Coupant délibérément le jazz de la question raciale et des problématiques sociales, Sartre s'attache à le réduire à un sentiment d'ivresse qui le rapprocherait d'une jouissance sexuelle sans lendemain. Donc je vous ai prévu un petit extrait de cet article, donc de Sartre, je vous cite Sartre. « Ça n'est pas non plus le chant séculaire des esclaves nègres, on s'en barbouille des esclaves nègres, ni le petit rêve triste des Yankees écrasés par leurs machines. Rien de tout cela. Il y a un gros homme qui s'époumonne à suivre son trombone dans ses évolutions. Il y a un pianiste sans merci, un contrebassiste qui gratte ses cordes sans écouter les autres. Le trombone sue, vous suez, le trompettiste sue, vous suez davantage, et puis vous sentez que quelque chose s'est produit sur l'estrade. Ils n'ont plus le même air, ils se pressent, ils se communiquent leur hâte. Ils ont l'air maniaques et tendus, on dirait qu'ils cherchent autre chose,
quelque chose comme le plaisir sexuel. Je vous relis cette phrase, « On s'en barbouille des esclaves nègres ». Je trouve cette phrase absolument stupéfiante. J'ai fait une recherche parce que sur le terme de « on s'en barbouille », pour retrouver l'origine de cette expression. C'est-à-dire que on s'en barbouille, c'est une expression très peu commune en français. Hein. On l'emploie pas ça, on parle pas du tout comme ça. Je vous le dis au cas où vous pensez que c'est votre niveau de français qui n'est pas suffisant. Non, on dit pas ça, on s'en barbouille. Néanmoins, c'est une expression qui est très transparente, c'est-à-dire qu'elle est très facile à comprendre, même si on la connaît pas. J'ai retrouvé, j'ai fait une recherche, elle apparaît en fait dans l'œuvre littéraire de Céline, vraisemblablement c'est Céline qui l'a inventée, pour désigner au fond d'une manière extrêmement vulgaire le fait de s'en foutre, s'en taper, s'en ficher, de rien avoir en affaire, des esclaves nègres. Donc voilà Sartre, on s'en fiche, des esclaves nègres. Alors à la lecture de cet article de Sartre, le respect philosophique vis-à-vis du jazz perd, je crois, de sa révérence. On peut même dire qu'il tombe complètement dans le mépris. Loin du respect pudique et révérencieux de Lacula Barthes, je suis partie de là, la posture intellectuelle de Sartre à l'égard du jazz laisse transparaître une hostilité qui a quelque chose à voir avec sa dimension politique. On peut identifier ici un moment de bascule, c'est-à-dire le moment où la philosophie, le rapport au jazz n'est plus silencieux. Ce rapport sort du silence pour dire des choses qui, au fond, ne concernent plus la musique elle-même, mais les musiciens de jazz et leur rapport au monde. C'est ce moment de bascule qui se retrouve, au fond, dans la philosophie d'Adorno, dont je vais vous parler à présent. Alors, j'en viens à Adorno, évidemment, qui a une place extrêmement importante dans mon travail, dans mon livre. À peu près un tiers du livre lui est consacré. Pourquoi Adorno est important dans cette réflexion? D'abord parce qu'il est évidemment le philosophe qui a sans doute le plus écrit sur le jazz. Premièrement. Deuxièmement, parce que ma démarche philosophique, au fond, lui doit beaucoup. Bien qu'il me soit absolument impossible de défendre ces textes sur le jazz qui sont extrêmement problématiques. La critique que fait Adorno du jazz est extrêmement connue, elle est absolument scandaleuse. Je considère qu'il n'est pas possible de revenir ici sur ce point. Si vous le voulez, je le ferai, mais pour le dire en quelques mots, c'est une critique du jazz très connue où Adorno va jusqu'à assimiler le jazz au fascisme. Mon objectif ici, dans mon travail en général, n'est jamais de chercher à défendre Adorno de ce qu'il a dit, ni même de le condamner davantage. Je considère que cela n'a pas d'intérêt, cela a déjà été fait avant moi. Mon travail sur Adorno, là aussi, trouve son point de départ dans un étonnement. Pourquoi un auteur aussi important qu'Adorno a-t-il pu dire des choses aussi terribles et aussi fausses sur le jazz ? Alors certains disent qu'il y a là des raisons historiographiques, Adorno connaissait pas très bien le jazz, qu'il y a des raisons aussi psychanalytiques qui permettent d'expliquer le mépris d'Adorno, sans doute tout ceci est vrai. Mais pour moi, ce n'est pas le plus intéressant. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'arpenter les motifs véritablement philosophiques de sa critique du jazz. Et quand on fait ça, la question devient plus intéressante car je considère que ces motifs, au fond, sont intéressants, voire même touchants. C'est-à-dire qu'en faisant ce travail de recherche sur Adorno, je me suis aperçue que l'idée assez commune selon laquelle Adorno serait un penseur élitiste, qui a condamné toute forme de musique populaire, repose en réalité sur, je crois, un contresens fondamental sur Adorno. La position d'Adorno, elle est en réalité beaucoup plus complexe que ce que certains commentateurs continuent à nous faire croire. En effet, faire passer Adorno pour l'ennemi de la musique du peuple, ce que je continue à lire très régulièrement, revient en réalité à oublier que sa philosophie de la musique comporte, en réalité, une valorisation de ce qu'il appelle le kitsch, du populaire, en allemand c'est Unteren, le terme qu'il emploie, ou encore de la figure du clown. En réalité, le problème d'Adorno n'est pas la musique en tant qu'elle est jouée par le peuple. Le problème pour Adorno est que ce qu'on appelle la popular music, qui correspond en gros à la pop, n'a plus rien de populaire, car elle est entièrement produite par l'industrie culturelle, et ce justement au détriment du peuple. Selon lui, le populaire n'existe plus dans la musique dite populaire, il réside simplement quelques vestiges de populaire sous la forme de ce qu'il appelle des grains de sable dans certaines musiques modernes qui font intervenir ce qu'il appelle des éléments kitsch. Bon, mais revenons au jazz. À la lecture des textes adorniens, ma conviction est la suivante. Le problème d'Adorno avec le jazz est moins un problème esthétique qu'un problème politique. En effet, Adorno est profondément convaincu que le jazz est incapable d'exprimer la révolte des Africains américains.
Mais pour quelle raison ? Pour le comprendre, il faut nous intéresser à la critique qu'Adorno adresse à l'art engagé, ce qu'il appelle l'art engagé dans ses notes sur la littérature. C'est un très beau texte, je crois. Selon Adorno, l'art engagé désigne l'art qui prétend pouvoir s'opposer au monde moderne en produisant un discours clamant haut et fort son engagement politique. Or, pour Adorno, cette posture sonne faux, car en faisant ça, elle participe pleinement au monde auquel elle prétend s'opposer. On retrouve cette même idée dans une critique très sévère qu'il adresse aux chansons de John Baez dans les années 68, dans un entretien de TV 1968, à propos des chansons que John Baez, à l'époque, vous les connaissez sans doute, condamnait la guerre au Vietnam. Alors, dans un entretien à la télévision, Adorno dit la chose suivante, c'est en allemand, mais c'est une traduction française, c'est très méchant. Et parfois, j'aime bien la méchanceté d'Adorno, je crois, sur certains points. En tout cas, c'est intéressant, c'est une méchanceté intéressante. Voilà ce que dit Adorno. Il dit « Je pense en réalité que toute tentative pour associer contestation politique et musique populaire, entre guillemets, mais là c'est popular music, en fait, il est en anglais, pas en allemand qui dit ça, popular music, c'est-à-dire, il précise, musique de divertissement, est condamnée dès le départ. Je dois dire que je trouve insupportable que quelqu'un se mette ainsi en avant et quelles qu'en soient les raisons, chante à propos du Vietnam sur cette musique doucereuse. Cette chanson même, qui s'empare de l'horreur et la rend d'une certaine manière consommable, finit par arracher à l'horreur des traits qui s'adaptent à la consommation. Je la trouve en fait vraiment insupportable. Voilà un point sur lequel je travaille beaucoup avec mes étudiants, c'est-à-dire comment je peux effectivement critiquer le monde de consommation par la société de consommation. Ouais, c'est tout le problème d'Adorno. C'est un vrai problème. Alors on comprend, je crois, par ce texte, qu'Adorno pose au fond une incompatibilité de principe entre la popular music et toute forme d'engagement politique revendiqué. Pour Adorno, la seule manière pour l'art de se rapporter de manière critique à la société consiste à dissimuler cette critique dans la forme même de l'œuvre. C'est-à-dire que, pour Adorno, le véritable engagement de l'art ne réside certainement pas dans l'art qui proclame son engagement, mais dans l'art qui est formellement autonome, c'est-à-dire dont l'engagement n'est ni revendiqué ni déclaré. Le véritable engagement politique ne se décrète pas, dit Adorno. Il s'introduit dans les œuvres, justement quand les œuvres d'art font, je cite Adorno, les mortes sur le plan politique. Et là, je vous ai mis un autre extrait, donc c'est des notes sur la littérature de son texte sur l'art engagé, que je trouve très beau aussi. Adorno dit la chose suivante, c'est pourquoi il est urgent dans l'Allemagne d'aujourd'hui de défendre l'œuvre autonome et non l'œuvre engagée. En Allemagne, l'engagement débouche bien souvent sur des bêlements, sur ce que tout le monde dit ou du moins voudrait bien entendre. L'art qui est un moment de la société, même en s'y opposant, doit se boucher les yeux et les oreilles devant elle. Cet extrait montre très clairement que selon Adorno, c'est du point de vue du matériau musical et non par un discours autoproclamant son engagement, que la musique peut trouver la voie d'une résistance politique. Or, cela explique aussi pourquoi le philosophe de Francfort n'a pas pu considérer le jazz comme une musique autonome, c'est-à-dire une musique capable de résister à la société de consommation. Le jazz, selon Adorno, ne sait guère boucher les oreilles devant les normes esthétiques de la société blanche américaine. Le free jazz, à cet égard, a fait pire. Il essaie d'emblée et explicitement revendiqué comme un mode d'expression radicalement politique. L'engagement proclamé des musiciennes et musiciens de jazz, et par extension des Africains-Américains, ressemble donc, dans la perspective adornienne, à des bêlements, j'espère que tu as bien traduit ça, bêlements de moutons, qui n'expriment rien d'autre que sa complicité à ce qu'il prétend dénoncer. Alors, s'il est certain qu'Adorno a totalement manqué le potentiel subversif du jazz, sa pensée reste néanmoins importante pour, je crois, interroger la portée émancipatrice de la musique. Elle nous permet de nous interroger sur ce qui est véritablement politique dans le free jazz, et ce d'un point de vue musical. C'est-à-dire que la pensée adornienne, elle apparaît dans ma recherche comme un pharmakon, ce qu'on appelle le pharmakon en grec, le poison devenant remède, dès lors que sa critique du jazz comporte en fait des éléments décisifs pour interroger la portée politique du free jazz. Pourquoi ? Qu'en est-il du matériau musical du free jazz ? En quoi le free jazz est donc politique, mais du point de vue aussi de sa forme musicale ?
Ne peut-on pas utiliser les principes de la philosophie adornienne pour tenter d'appréhender le free jazz comme une révolution musicale? Comme je l'ai montré plus tôt, les musiciens de free jazz entendent renverser par leur pratique musicale ce qu'ils considèrent être comme une récupération par les Blancs de leur musique originellement noire, comme en témoigne explicitement le titre de l'album This is Our Music du quartet d'Ornette Coleman, Paris en 1961. D'un point de vue esthétique, cette revendication prend la forme suivante. Rompre formellement avec les codes du jazz traditionnel afin de revenir aux sources du jazz pour pouvoir lui redonner une coloration noire. Comme son nom l'indique, le free jazz a donc toujours revendiqué son appartenance à l'histoire du jazz, même s'il s'agissait aussi et en même temps de produire une rupture au sein de cet héritage. En ce sens, la déconstruction des codes du jazz conventionnel apparaît comme un moyen de créer les conditions de possibilité d'un retour aux origines du jazz qui lui ont été confisquées justement par la société blanche américaine et européenne. On mesure d'ailleurs la force de cet attachement à l'héritage du jazz, aux nombreuses citations qui apparaissent comme divers hommages aux anciens qui ponctuent un jeu musical capable de mettre en pièces les codes du jazz conventionnels. Ce paradoxe assumé entre tradition et subversion est ce qui permet de comprendre pourquoi le jeu aussi novateur de Coltrane peut tout en même temps faire résonner la tradition blues et le saxophoniste Albert Ayler faire sonner son free comme de la soul. Ce qui anime les musiciens de free jazz, ce n'est donc pas tant la recherche absolue de nouveautés, il s'agit plutôt d'instaurer un rapport critique à la tradition jazzistique comme condition de réappropriation de leur musique noire, en détruisant formellement les codes de la tradition à laquelle ils appartiennent, sans pour autant faire table rase du passé. À cet égard, le geste musical des musiciens de free jazz s'apparente, je crois, beaucoup au coup de marteau qu'Adorno reprend à Nietzsche pour décrire le rapport nécessairement critique à la tradition musicale tel qu'il est mis en œuvre par la musique moderne. Je vous cite encore un passage d'Adorno que j'aime beaucoup, dans lequel Adorno dit « Il faut composer au marteau, comme Nietzsche voulait faire de la philosophie au marteau, c'est-à-dire marteler légèrement les formes pour que l'oreille critique en détecte les parties creuses. Mais non pas les briser en confondant débris et avant-garde, sous prétexte que ces débris font songer à des villes bombardées. » Ainsi comprise, la révolution politique opérée par le free jazz doit d'abord être comprise comme musicale. Cette révolution, elle est avant tout critique et dialectique, parce qu'elle parvient à maintenir ensemble deux pôles irréconciliables, la modernité et la tradition. Et de fait, la révolution du free jazz brise cette dichotomie qui lui a été imposée de manière extérieure, sans jamais les réconcilier, en les contenant toutes les deux par leurs extrémités. Je vais conclure cette fois sur la musique populaire brésilienne. C'est-à-dire que pour conclure cette présentation et en guise d'ouverture, je souhaiterais vous faire part d'une interrogation, au fond, c'est la question de savoir si cette réflexion sur le jazz ne trouve pas quelques échos pour interroger le statut de la musique populaire brésilienne. Et là, je le dis, s'il vous plaît, en toute humilité, parce que autant ce travail sur le jazz est un travail, on va dire, abouti depuis un certain temps, autant là, c'est des questions que je me pose actuellement. Et donc, évidemment, j'aimerais beaucoup pouvoir en discuter avec vous. Je crois cependant que mon travail sur le jazz a des échos pour la musique populaire brésilienne à deux niveaux. Là encore, au niveau esthétique et à un niveau politique. Le niveau esthétique d'abord. On sait, et vous le savez mieux que moi, que le terme de musique populaire brésilienne est déjà un problème en soi. Tant ce terme regroupe des styles musicaux absolument hétérogènes, le samba, la bossa nova, le cholo, le MPB, etc., qui sont des musiques qui sont issues de traditions historiques et sociologiques très différentes les unes des autres. Or, je me demande dans quelle mesure, au fond, l'opposition conceptuelle musique populaire, musique savante, dont je vous ai parlé en début d'exposé, ne joue pas un rôle, cette fois encore, dans la réception, en tout cas française et européenne, de ce patrimoine musical brésilien d'une grande richesse. En effet, il est intéressant de constater qu'en France, nous connaissons assez bien la bossa nova, qui s'est imposée dans le paysage musical français, en fait, par le biais du jazz. Et en effet, certains standards de bossa nova sont enseignés d'ailleurs dans les conservatoires de musique et ils sont présentés aux élèves comme une initiation au jazz. Voilà un simple constat qui repose en réalité sur une absurdité théorique et pédagogique.
dont j'ai moi-même fait l'expérience, là, donc je peux vous en témoigner très tranquillement, puisque effectivement, moi-même, en tant qu'élève, j'ai bénéficié d'un apprentissage du jazz qui commençait par le blues et la bossa nova, au prétexte fallacieux que ces deux styles musicaux, le blues et la bossa nova, seraient plus simples à jouer. C'est-à-dire que cette manière d'enseigner le jazz me semble absolument symptomatique d'une conception de l'enseignement qui, en France en tout cas, est pensée à la lumière de critères savants occidentaux. C'est-à-dire qu'il s'agit, dans cette manière de penser l'apprentissage du jazz, il s'agit d'atteindre progressivement un certain niveau de complexité harmonique et rythmique pour pouvoir améliorer ses performances d'improvisateur, dont l'aboutissement suprême serait évidemment de savoir jouer bebop. J'en rêve, j'ai jamais su le faire, mais évidemment, c'est en tout cas le rêve. Mais selon cette manière de penser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bossa nova, et le blues, ce serait pareil, je pourrais parler du blues du reste, apparaît comme un outil d'apprentissage extrêmement pratique pour travailler l'improvisation. Pourquoi? Puisque la bossa repose sur une harmonie relativement simple et un tempo lent. Les élèves débutants, celles que j'étais notamment à l'époque, se retrouvent dans ces conditions à franchement dénaturer les morceaux de bossa et de blues sans rien connaître de l'histoire culturelle de cette musique. Ça, j'en ai parlé, j'ai même écrit ailleurs. Maintenant, avec le recul, je me dis, mais comment j'ai pu jouer du blues et de la bossa sans que j'ai jamais un professeur qui m'explique un contexte culturel d'une musique, une histoire d'une musique. Ça me semble absolument absurde. Par opposition, il me semble que d'autres courants musicaux, tels que notamment le samba, restent confinés à la dimension traditionnelle du carnaval, notamment de Rio de Janeiro, et sont très peu connus outre-Atlantique. Ma question est la suivante, pourquoi cette différence de traitement? Comment ne pas penser que c'est précisément la dimension populaire du samba qui continue à faire obstacle à son exportation en Europe? Cette différence de réception européenne de la musique brésilienne me semble, c'est mon hypothèse que je vous soumets, reposer au fond sur une ligne de partage, là encore implicite, entre des musiques considérées comme savantes et populaires. La bossa serait à peu près savant, pas tout à fait, puisqu'on a dit c'est du jazz simplifié, je caricature, mais en tout cas c'est plus savant que le samba qui serait absolument populaire. Cette manière de penser les choses me semble absolument sans aucun rapport avec la manière dont ces musiques sont pratiquées et écoutées ici au Brésil. Je suis une grande fan moi-même de la pratique de jeu collectif des rodas. Je passe beaucoup de temps à aller les écouter. Les rodas de samba, de cholo, de bossa nova ne font, il me semble, aucun cas d'une distinction entre un style qui serait plus savant que l'autre. Il me semble. D'un point de vue politique, à présent. J'ai pour ma part été frappée par la portée politique du samba telle qu'elle s'exprime dans l'expérience populaire du carnaval. De façon, je crois, tout à fait similaire avec la manière dont le jazz se joue aujourd'hui encore dans les rues de la Nouvelle-Orléans. Les corps dansants du carnaval, dont j'ai pu faire l'expérience il y a peu, me semblent exprimer au fond une forme de lutte collective qui me semble particulièrement intéressante. Les corps en transe jusqu'à l'épuisement, la désinhibition hautement revendiquée, la joie communicative qui ne parvient pas ou très mal à dissimuler les traits marqués par la misère sociale, et surtout, la manière, le sentiment de jouer sa vie en la dansant. Bien loin de l'image marketing de la société du spectacle qui nous parvient du Brésil sur nos écrans de télévision en France, le carnaval et ses différents blocos me sont apparus comme une expérience de lutte sociale de chaque instant, requérant une vigilance accrue et un lâcher-prise qui s'exprime sous une forme radicale. Sous ces airs de fête dégénérée, cette manière d'occuper la rue et d'affirmer sa joie sans compromis possible m'est apparue alors dans toute sa consistance politique. Et le premier signe, là aussi je le dis en toute humilité, parce que ça s'est passé comme ça, mais le premier signe de cette dimension politique du carnaval s'est imposé à moi lorsque j'ai été, en février dernier, traversée du sentiment vif que la seule expérience de vie un peu comparable que j'avais pu éprouver en France, j'ai dit un peu comparable, mais un peu quand même, était celle des grandes manifestations politiques. En tout cas, les plus festives et réussies. Je pense dernièrement, par exemple, au mouvement contre la réforme des retraites en 2023. La question cruciale que posent pour moi ces formes de vie, qui revendiquent l'expression de la joie, de la danse, du lâcher-prise, me semble se jouer dans la manière dont nous investissons nos corps dans un champ de lutte permanente, en nous positionnant, seuls ou au sein d'un bloco, dans un rapport frontal avec le cours du monde et de son histoire. Je crois que cette expérience particulière témoigne au fond du potentiel de résistance de l'art,
tel qu'il est décrit à nouveau par Adorno dans son texte « Engagement », cette phrase magnifique, sans doute pour moi la plus belle phrase d'Adorno qui me parle à chaque fois que je la lis. L'art ne consiste pas à mettre en avant des alternatives, mais à résister, pour la forme et rien d'autre, contre le cours du monde qui continue de menacer les hommes comme un pistolet appuyé contre leur poitrine. Apparemment, je ne suis pas la seule à être frappée par la portée politique du carnaval, de sa danse et de sa musique. Par le plus grand des hasards, il y a très peu de temps, c'est-à-dire quelques semaines, je suis tombée sur ce très beau texte, je crois, de la poétesse américaine qui s'appelle Jacqueline Frost, qui vient juste de faire paraître dans un recueil de poèmes qui s'intitule « Notes sur le tragique prolétaire expérimental ». Eh bien, je vous lis un extrait du poème suivant, donc j'ai découvert il y a quelques semaines. « Le carnaval ne se contente pas de submerger l'abject par la catharsis et la joie. Il explore une forme de joie vengeresse, révélant le potentiel séditieux de l'expérimentation populaire des formes sociales. Le carnaval est à la fois une jubilation, une satire sociale et une démonstration politico-esthétique de ce qui pourrait être. » Je conclus sur ces mots, car je n'aurais pas pu en trouver de plus beaux. Et je vous remercie pour votre attention. Obrigado, Joana. Eu passo imediatamente, então, a palavra à Ana Maria Kiefer para fazer as perguntas e, em seguida, nós abrimos para o público, ok? Para fazermos uma conversa. Eu posso intermediar se alguém não compreendeu, eu só preciso saber. Ok? Por favor, Ana. Você quer que eu fale em francês ou em português? Acho que é melhor em francês para que a Joana possa entender. Se você quiser, você pode você mesma traduzir, fazer um resumo apenas. Né? Então, eu gostaria, antes de mais nada, agradecer o convite. Je voudrais remercier l'invitation de Alessandro Francisco, de Joana Desplat-Roger e da equipe do Centro Universitário Maria Antônia, et à l'équipe du Centre universitaire Marie-Antonia, merci à tous. Enfin, je ne suis pas philosophe, je suis musicologue, donc peut-être j'ai un autre regard. Je voudrais poser deux petites questions. On sait que le Brésil, que l'Amérique du Nord, voire les États-Unis, ont du point de vue musical des trajets historiques assez semblables et même parallèles. Mais du point de vue culturel, il y a peut-être une différence, surtout dans le début de la formation de la musique populaire urbaine dans les deux mondes. Dans l'Amérique portugaise, il y a eu depuis le commencement du XVIIIe siècle une pratique de composition, surtout dans les églises, de musique alignée au code de la musique européenne qu'on appelle encore aujourd'hui savante. Ces compositeurs étaient surtout d'origine africaine. À côté, ils composaient aussi en genre de musique d'origine africaine, on peut dire afro-brésilienne, mais que l'élite blanche appréciait beaucoup. Est-ce qu'il y a eu le même mouvement dans la création du jazz? Je traduis. A gente sabe que na América do Norte, estou falando dos Estados Unidos, do ponto de vista musical, há um trajeto histórico muito parecido e mesmo paralelo ao do Brasil. Mas do ponto de vista cultural, é possível que haja uma diferença, sobretudo no début de la formation, sobretudo enfim, na formação primeira, digamos, né? Da música popular urbana nesses dois mundos. Na América Portuguesa, houve, desde o começo do século XVIII, uma prática, isso nós sabemos, de composição, sobretudo nas igrejas, de música alinhada a códigos da música europeia da época, que nós chamamos ainda hoje de música erudita. Esses compositores eram principalmente de origem africana.
E aqui tem uma razão, ele há uma razão, parce que não era bem branco trabalhar como músico, assim como não era bem trabalhar como, por exemplo, um marceneiro, né? Então, isso foi muito importante na formação da música. Eu estou começando lá atrás para chegar, de repente, au point que agora estou misturando tudo, né? No ponto que a Joana fala. Esses compositores eram, sobretudo, de origem africana. Mas eles compunham também um gênero de música de origem africana, que eu preferia chamar afro-brasileira, mas que a elite branca da época, eu estou falando do fim do 18, começo do 19, apreciava muito. Houve o mesmo movimento na criação do jazz. Eu falo isso porque, num determinado momento, je dis ça parce que dans un moment, il y a eu une espèce de croisement de ça. E je pense que c'est important, eu acho que é importante, falar desse começo, dessa coisa que veio antes. Est-ce que vous pouvez me répondre, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Merci beaucoup, Anna Maria, pour votre question. Bien sûr, les histoires sont très différentes. D'une part, je ne sais pas du tout si vous savez, mais le premier disque de jazz, je crois que c'est 1917, il est enregistré par Paul Whiteman, ce qui est quand même en fait une ironie délicieuse, parce que quand le premier disque de jazz est enregistré, il faut savoir que le blues existait depuis très longtemps, mais que le blues n'était pas enregistré. Et du coup, le fameux Paul Whiteman, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un phénomène de récupération. C'est-à-dire, dans l'histoire du jazz, il y a d'abord le jazz de la Nouvelle-Orléans à la fin du 19e siècle qui est joué, et qui évidemment, qui était joué parce que l'histoire est compliquée, mais parce qu'à Nouvelle-Orléans, c'était spécifique, qui bénéficiait, excusez-moi encore avec les guillemets des doigts, bénéficiait du code noir, de l'école de l'esclavage français, et du coup, ils avaient au moins un avantage par rapport aux autres États américains, c'est qu'ils avaient le droit, les esclaves avaient le droit de se rassembler une fois par semaine, le dimanche, je crois, je sais plus, pour faire de la musique. Et c'était spécifique à Nouvelle-Orléans. Et c'est comme ça que le jazz est né à la Nouvelle-Orléans, c'est que les esclaves se retrouvaient une fois par semaine sur leur jour de congé, et ils faisaient de la musique. Et je raconte ça parce que, évidemment, l'histoire est pas la même, c'est que pour le jazz, la récupération, elle est arrivée après. Donc, et le fameux Paul Whiteman, on est arrivé, en plus, c'est le début de l'invention du disque. Donc, le premier disque enregistré, c'est un disque de jazz. C'est Paul Whiteman, qui, j'ai oublié de préciser, était blanc. En plus de son nom, il était de fait blanc. Et il a exporté, puisque c'est le début, du coup, de l'exportation, de la mondialisation, ce jazz blanc, mais qui est donc de la récupération. Et après, on a vu en Europe arriver le jazz au sens du jazz dansant, qui est du bal blanc, qui s'est mélangé en plus avec la musique viennoise, et qui était joué, essentiellement par des blancs, et qui a beaucoup plu en Europe, qui a beaucoup excité en Europe. Mais alors, pourquoi je parle de ça? Donc, évidemment, quand je parle, moi, de la musique savante, musique populaire dans le jazz, je pense que ça se situe pas tout à fait au même niveau que ce que vous expliquez de l'histoire brésilienne, en effet. C'est que la scission entre populaire et savant dans le jazz, elle se joue après. C'est-à-dire que, moi, j'ai été assez longtemps à la Nouvelle-Orléans, et ce voyage m'avait beaucoup marqué là-dessus. C'est que le jazz là-bas continue à se jouer de manière populaire, mais au sens strict, c'est-à-dire par des gens qui ne passent pas par des écoles, qui n'écrivent pas leur musique, qui d'ailleurs enregistrent très peu. C'est très frappant, ça. Quand ils enregistrent, c'est juste pour faire un disque, pour essayer après d'avoir une date pour un concert dans un petit club. Mais c'est pas pour exporter. Et donc, du coup, c'est une musique qui se transmet comme ça, de manière orale, de génération en génération, qui a beaucoup évolué, mais vraiment de manière comme ça, très, très spécifique. Et donc, à partir des années 30, du swing, on est passé par le bebop, et là, le bebop, c'est pas tout à fait la même jazz, même c'est pas les mêmes écoles, parce que là, on passe par New York, par Chicago, on n'est plus du tout dans ce qui se passe à Nouvelle-Orléans, alors que Nouvelle-Orléans, ça continue, la musique continue, mais de manière différente. Et il y a, pour le dire schématiquement, et ça, je crois, chez les musicologues, en tout cas ceux avec qui j'ai travaillé, schématiquement, cette idée que le jazz devient savant à partir des années 30 avec le bebop. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup critiqué, c'est que du coup, on se retrouve avec une distinction qui coupe le jazz en deux.
C'est-à-dire le jazz populaire, celui qui joue dans la Nouvelle-Orléans et qui ne s'écrit pas et qui s'enregistre pas, et ce jazz savant bebop, où je disais, où pour travailler, on passe par des choses plus faciles, là, le blues et la bossa nova, parce que c'est plus facile, et parce que ça va plus vite, et voilà. Et on voit bien, alors ça je le travaille beaucoup dans mon livre, à quel point d'ailleurs la manière du coup d'écouter le jazz a changé dans cette histoire-là, c'est-à-dire depuis que le jazz est devenu une musique savante, on l'écoute, alors notamment en France, mais à New York aussi, dans des salles très prestigieuses, on applaudit au bon moment, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas encore à Nouvelle-Orléans. Et donc moi, c'est ça que je dénonce, c'est qu'on se retrouve alors que l'histoire du jazz, elle est une histoire et des courants différents, évidemment, mais qu'on puisse couper cette histoire du jazz en deux. De toute façon, c'est philosophiquement, là je m'adresse au philosophe que tu es, Alessandro, je crois que tu sais ça, c'est que philosophiquement, dès qu'on se retrouve à faire des oppositions comme ça, conceptuelles, évidemment, on simplifie, on perd quelque chose. Et c'est ça que j'essaye de montrer, c'est qu'on se retrouve avec deux jazz qui n'ont plus rien à voir. Voilà. Qui n'ont plus rien à voir. Qui sont justement toujours du jazz, mais qu'on a tendance à opposer. Alors évidemment, ce que je veux dire par là, donc pour revenir à votre question, Anna, l'histoire au Brésil, je la connais beaucoup moins bien évidemment, et pas du tout la même. Ce qui m'a frappé, pour l'instant, c'est plutôt intuitif. C'est justement cette espèce de relation que je fais avec le jazz, pas le jazz en général, avec le jazz de la Nouvelle-Orléans, qui est là aussi, évidemment, là pour le coup, et vous le savez, un jazz afro-américain. Donc évidemment, toute la tradition africaine est très importante dans la manière dont le jazz continue à être joué là-bas. Et qui est un jazz de rue, et qui, c'est quand même par hasard, je crois, justement je parlais du carnaval, que la Nouvelle-Orléans est quand même un des endroits du monde où le carnaval est, je sais pas s'il est aussi important qu'au Brésil, mais enfin il est extrêmement important. Et du coup, pour moi, il y avait, en étant dans cette expérience de Bloco ici, ou au carnaval Nouvelle-Orléans, il y a bien quelque chose de similaire, malgré les différences d'histoire et de culture et tout ça. Et je veux pas minimiser les différences. Mais il m'a semblé de quelque chose de commun dans cette manière de vivre de la musique, de faire de la musique dans la rue, d'écouter de la musique. Alors, dans mon livre, je parle beaucoup de la question de l'écoute, ça m'intéresse beaucoup, ça. Ce que j'appelle l'écoute bruyante et dansante. Voilà, le jazz, il peut s'écouter ou de manière extrêmement silencieuse, comme là, on écoute une conférence et du coup, on fait pas de bruit, ou sinon on sort. Ou alors, le jazz, on peut aussi l'écouter dans les rues de Nouvelle-Orléans, tout le monde fait du bruit, on parle, on discute, on danse, c'est comme les blocos, enfin, on écoute, même le samba, on l'écoute, c'est pas grave de parler, enfin, c'est pas tout à fait vrai. Bon. Je pourrais m'étendre pendant des heures, mais voilà. Je ne veux pas m'étendre aussi, Oui. mas je voudrais... Je m'excuse. Só minutinho. É só para eu fazer. Eu preciso saber se eu preciso traduzir. Traduzo? Ok. Então eu fiz um resumo aqui, então vou traduzindo para vocês um pouquinho. Apenas as ideias principais, né? A Joana mostra que em 1917 aqui efetivamente o jazz emerge, né? E emerge com Paul Whiteman, é isso? Oui, Paul Whiteman. e que o blues já existia há muito tempo. E que é com Paul Whiteman que o jazz ganha, inclusive, essa força, esse alcance de exportação, chega na Europa, né? É conhecido, e que há, junto a esse movimento, Paul Whiteman, que é branco, homem branco, há, junto a esse movimento, todo um movimento que ela menciona na conferência no seu livro de New Orleans, de Nova Orleans, que é um jazz feito, digamos, na rua, com encontros, grupos que se reuniam para fazer música, né, aos domingos, por exemplo. E ela diz, sem dúvida, a discussão não está necessariamente no mesmo nível, né? Essa música que começa, por exemplo, no Brasil, a ser escrita, né? a ser realizada como música popular, e essa música, como música erudita, né? Escrita, etc. E esta outra música, que é esta música que se faz, digamos, na rua, numa reunião e etc. Outra coisa que ela diz para a gente é que há uma transformação, né, ou há uma emergência de um outro modo de relação com jazz, de fazer jazz em 1930, que é esse modo que concebe o jazz como algo bastante erudito e que vai chegar ao que ela chama do jazz bebop, né? Uma partição, uma divisão que ela critica, inclusive, porque ela não concorda com isso, criar então dois tipos de jazz, um jazz erudito e um jazz popular, né? Isso não faz sentido.
muda até mesmo o modo de escutar o jazz. Que há uma diversidade do jazz, sem dúvida, ela nos diz, mas isso não significa que esse jazz possa ser dividido em dois. Então há um jazz erudito e há um jazz popular. E no caso do Brasil, o que ela diz, que a hipótese dela é intuitiva, ela fala, é que assim como o jazz de Nova Orleans ela se organiza, não é? São grupos que se organizam, etc. Esse carnaval, e é muito importante perceber que quando a Joana nos fala de carnaval, ela não está falando desse grande movimento dos desfiles. Ela está falando dos blocos de rua, né? Das rodas de samba que existem em São Paulo, no Rio, etc. Né? Então, que esse movimento se assemelham. Esse jazz de Nova Orleans, por exemplo, onde as pessoas se reúnem para fazer essa música ali, num bar, etc. E os blocos de carnaval. Então, essa é digamos, a hipótese que ela mesma chama de intuitiva. Ok? Eu só gostaria... Eu vou pedir para você depois verter para o francês, tá? Porque senão eu gostaria só de lembrar sobre o problema da exportação, que o Brasil começou a exportar música para a Europa no fim do 18. Nós temos um compositor brasileiro de origem africana, chamado Domingos Caldas Barbosa, que levou o lundu para a Europa e foi muito apreciado, não só pela corte, como também, digamos, pelas pessoas da rua. E, a partir disso, houve também uma continuidade dessa africanidade, digamos, na música urbana brasileira, principalmente durante os 2 primeiros reinados. Sendo que, no segundo reinado, o que houve foi enfim, havia no primeiro reinado e no segundo reinado um movimento muito importante de música que a gente pode chamar sacra, eu chamo de música erudita, nas igrejas do Rio de Janeiro, da Bahia, do Recife. E, no caso do Rio de Janeiro, enfim, essa música ela foi composta dentro de códices europeus. Porém, um grande compositor como o padre José Maurício compunha modinhas e lundus. Existe isso, existe documentação disso. E essa música continuou a ser composta mesmo depois da partida de Dom Pedro I, de volta para Portugal. Porque, nesse momento, ele desmancha, não havia mais dinheiro, então ele desmancha a Capela Imperial. E esses músicos todos que tinham uma informação chamada erudita e, ao mesmo tempo, compunham música popular, eles foram para a rua. E, na rua, eles começaram a fazer um tipo de música para festa, para baile. Enfim, um tipo de música para ganhar dinheiro, uma música comercial mesmo. E assim é que se forma a música, digamos, urbana no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Eu nem falo da música tradicional do Nordeste, isso é uma outra história. Mas, enfim, de qualquer forma, o que acho importante no que ela diz é que existe uma espécie de apartheid entre a música considerada popular e erudita. E eu me pergunto se isso existiu apenas nos Estados Unidos ou se existiu também no Brasil. E eu gostaria, para terminar, de lembrar uma obra que é importantíssima, que todo mundo conhece, e que foi escrita por uma mulher chamada Francisca Gonzaga, ou Chiquinha Gonzaga, na virada do século XIX para o XX, para o cordão Rosas de Ouro, e que diz o seguinte: ó, abre alas que eu quero passar,
Oh, abre alas que eu quero passar, que eu sou da lira, não posso negar. Oh, abre alas que eu quero passar. Ou seja, na minha interpretação, é a necessidade da passagem de toda uma população, e aí eu digo que basicamente afrodescendente, para um outro mundo e para a contemporaneidade. É a minha interpretação disso tudo. Bom, Há uma segunda questão? bom, é que eu de certa forma, Já fez a questão? eu acho que eu mudei, né? Eu mudei, mas eu acho que basicamente é isso. Quer dizer, existe, talvez, uma necessidade de um estudo maior, não musicológico apenas, mas filosófico, sobre o porquê que existe essa diferença, inclusive na música de hoje. A gente sabe que a música, enfim, popular urbana brasileira atravessou todo o século XIX, virou, enfim, virou o choro, virou o lundu, virou o choro, virou outras formas de dança e mesmo de música vocal acompanhada. A gente sabe disso. Mas chega um determinado momento que esses grupos sentem uma influência do jazz. E isso eu vou chegar nos anos 50, 60, com o advento da bossa nova. Então, existe essa mistura, no caso do Brasil, de uma música erudita que vem lá de trás, dessa ideia de que as pessoas tinham que estudar, e eu estou falando da Chiquinha Gonzaga, que estudou, do professor dela, que estudou. Enfim, quando eu falo estudou, que sabia música escrita, que tinha ainda esse resto da música erudita que veio lá, enfim, do começo do XIX. Então, isso vai acontecer num momento que está se fazendo uma música que o samba não é mais o samba de roda, como ela diz, ou pelo menos existe ainda, mas não é só isso. Existe o samba-canção, por exemplo. E esses compositores, desse samba mais, vamos dizer, mais comportado, eles vão introduzir harmonicamente algumas harmonias do free jazz. E é isso que, de certa forma, e não sou eu que digo, eu conversei hoje com Júlio Medalha, que foi um arranjador desse pessoal dos anos 60. Ele conheceu pessoalmente isso. Porque a minha conversa aqui, eu posso ter uma conversa grande sobre música antiga do Brasil, mas sobre jazz eu conheço um pouco menos, né? Mas o Júlio me disse que realmente houve um encontro de algumas formas jazzísticas dentro daquilo que era a música popular urbana do Brasil. E foi assim que se formou aquilo que a gente chama hoje de bossa nova e de MPB. E ele pode dizer porque ele foi o primeiro que arranjou Alegria, Alegria. Então, ele é um... Quem, desculpa? Júlio Medalha. Não, arranjou primeiro quem? Alegria, Alegria. Então, chega nesse ponto, né? E, bom, nem vou falar da música de protesto, que isso acho que é uma outra história. Tá bon? Ça va bien comme ça? Est-ce que je donne juste un tout petit mot important par rapport à ce que vous disiez. Je crois que cette question-là, musique savante, musique populaire notamment, c'est une question philosophique à part entière, mais ce que je veux dire, c'est que c'est moins une question pour la musique elle-même. Les musiciens s'en passent très bien de cette question. Enfin, je ne connais pas de musicien qui dit « moi, je fais de la musique savante » ou « moi, je fais de la musique populaire ». C'est-à-dire que c'est vraiment une manière de penser des intellectuels
Et on en avait parlé, si je peux dire, Anna, au téléphone, toutes les deux. Et à un moment donné, je vous avais dit, cette distinction, elle est complètement occidentale. Et Oui. vous aviez rigolo, vous m'avez dit, oui, je crois. Ça, c'est un truc qu'on vous a importé aussi ici, je crois. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une opposition qui est vraiment intellectuelle. Mais ça pourrait ne pas être grave. Là où c'est grave, et c'est ça tout mon travail aussi que je fais, c'est que cette distinction qui est purement intellectuelle et qui n'a pas de sens pour les musiciens, par contre, elle a des effets très concrets. Elle a des effets très concrets et matériels, parce que c'est aussi en pensant ça, à partir de cette distinction-là, qu'on obtient des financements, pas de financement, de la reconnaissance institutionnelle ou pas d'un... Voilà. Et je ne parlerai pas de mon problème de recrutement, comme si... Enfin bref, je ne peux pas parler de ça. Mais ce que je veux dire, c'est ça. Pour moi, c'est un pur problème intellectuel. C'est pas un problème des musiciens, c'est pas un problème de la musique. Mais c'est un problème qui a des effets concrets sur les musiciens et la musique. Et c'est pour ça que oui, je crois qu'il y a une urgence philosophique à continuer à ce travail de critique de cette distinction. Muito interessante o que Joana fala e encontra o que Ana acaba de levantar, de expor para a gente. Bom, Joana nos diz que ela gostaria de falar algumas poucas palavras que são muito importantes, que é essa distinção, sem dúvida, ela é uma distinção entre música, essa dita, né, essa distinção popular, erudita, né, sem dúvida é uma discussão filosófica, ela é uma distinção filosófica, ela é uma maneira de falar dos intelectuais, e é uma maneira ocidental, elas mesmas discutiam antes um pouco isso. E que, curiosamente, para os músicos, efetivamente, não tem sentido essa distinção. Todavia, e é o destaque que a Joana faz, e é daí que vem o que ela chama de urgência filosófica de crítica dessa distinção, todavia, essa distinção, ainda que não tenha sentido para os músicos, ela tem efeitos concretos, né, sobre a produção dessa música, em quem se investe, em quem não se investe, em que artista grava, que artista não grava, né, o problema também da qualidade da música e assim por diante. Então, essa partição, ela é uma partição que tem uma urgência de discussão em função dos efeitos que ela tem sobre que tipo de música é feita, que tipo de música é boa, que tipo de música não é boa e assim por diante. Bem, eu gostaria de saber se alguém tem alguma questão, se alguém gostaria de fazer alguma observação. Sim? Ah, ok, em francês? Ah oui, oui. Traduis la question, peut-être que je réponds. Qu'est-ce que Derrida, le texte Ah, qu'il a ok, qu'est-ce que Derrida dit? Est-ce qu'on sait ce qu'il voulait dire? Je vais en parler. Nós sabemos o que efetivamente Derrida queria dizer naquele momento do concerto em que ele foi interrompido por vaias, etc. Oui, on sait, je l'ai retrouvé, le texte, il a été publié en entier, hein, jamais lu en entier. C'est un texte qui s'appelle « Joue le prénom ». C'est, pour être honnête, un texte très bizarre. Je crois que c'est pas une grande réussite. C'est un texte où, en fait, Derrida tourne autour du prénom d'Ornette. Voilà. C'est un texte assez étrange, où il est là, mais Ornette, et sur la maman d'Ornette, et ce prénom, c'est presque plus poétique, c'est entre la poésie et la philosophie, mais c'est vraiment quelque chose sur le prénom d'Ornette, l'origine, la mère, etc., la maman d'Ornette. Le texte est très étrange. Mais évidemment, encore une fois, j'ai dû le dire très rapidement, puis j'ai coupé des choses, je voulais pas être trop longue. Justement, le texte que j'ai lu avant de Derrida, où Derrida dit, Derrida refuse une philosophie trop conceptuelle qui va laisser échapper la musique ce qu'elle est. Il essaye par ce texte un peu poétique, le lapsus, poétique, pas politique, par ce texte poétique de faire musique plus que de penser la musique, de faire quelque chose de musical. Mais il y a un paradoxe, c'est que c'était une scène de musique improvisée, puisque c'est du free jazz, et lui avait écrit le texte à l'avance. Et ça, le public n'a pas supporté, c'était pas une improvisation, il est venu avec son texte qu'il a lu. Donc c'est passé presque pour un contresens, voilà. Et non, le texte est pas... bon. Mais c'était... vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'était une approche vraiment de recherche par l'écriture elle-même, par la beauté de l'écriture, quand l'écriture doit faire musique, quoi, devenir elle-même musique, voilà.
peut-être tu veux... Bem, então, o que Derrida teria dito, né, nesse texto, a Joana nos diz que se sabe, ele foi publicado, il a été publié, Oui, c'est dans ça? une revue, oui. Et comment il s'appelle, pardon, il a intitulé Joue le prénom, je crois. Je peux te retrouver le nom entier. Non, mais c'est Joue. juste une C'est curiosité. Parce que et ça s'appelle Joue, il y a un tiré comme ça, Joue au sens, pardon, de jouer. De jouer. Au sens de tu joue le prénom. Tiré le prénom. O título do texto é difícil. Derrida tem essas coisas de colocar hífens. Então, joue hífen le prénom. E, bom, toca, digamos, poderia ser toca, né, no sentido de, ou brinca, non, on se passe, à mon avis, Derrida voulait tout dire. O Derrida queria, a meu ver, dizer tudo. Porque esse é o grande ponto. Mas, digamos, toca o prenome, ou interpreta o prenome, e que pode ser imperativo e que pode ser simplesmente ele está tocando, ele está soando o prenome. E ele trabalha, então, Joana nos diz, com a escrita. E é isso que Derrida faz, toda a filosofia da diferença, né, de Derrida, a gramatologia. Ele trabalha sobre o primeiro nome de Ornette Coleman, né? Discutindo esse nome, Ornette, fazendo referências à mãe, etc. Ele vai escrevendo, ele diz que é um texto bastante estranho, ela diz até, que é um texto muito poético, em que ele diria, né, ele efetivamente pronunciaria, convidaria inclusive as pessoas oralmente nesse texto poético a fazer música e não a necessariamente ficar intelectualizando, filosofar sobre a música. E que, nesse sentido, é que se torna, então, um contrassenso que acontece, porque quando ele diz, isso é muito interessante, quando ele vai dizer algo para que se faça música, né, ele é interrompido por vaias e assobios e gritos, etc. Ele tem que ser retirado do palco. Então, isso, nesse sentido, é um contrassenso. Quando ele vai convidar a esse movimento, é o próprio público que começa a gritar e dizer, tipo, sai daí que a gente quer ouvir música, né? Então, só para o público não suporta, né, ele falando ali. Et si je peux me permettre aussi un détail, ça j'ai pas pu l'écrire dans le livre parce que c'est une rumeur, on va dire, une rumeur, mais qui m'a été confirmée, mais c'était délicat de l'écrire. Si c'est passé ça pour Derrida, c'est parce que donc il n'a pas été présenté par Ornette Coleman, et Derrida était très connu à l'époque, mais pas forcément physiquement, et pas forcément par les amateurs de free jazz. Et là, alors la rumeur, une personne qui était dans les coulisses, parce que c'était terrible, hein, vraiment, il est parti, Derrida était pas bien, et la rumeur dit que quand il est sorti de scène et qu'il a vu Ornette Coleman lui aurait dit cette phrase suivante, « Maintenant, tu sais ce que ça fait ». Voilà. Maintenant, tu sais ce que tu as fait. Alors, je ne sais pas comment tu vas l'histoire, c'est évidemment, enfin, de manière implicite, manière de dire, ben moi, en tant que noir américain, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'histoire du free jazz, il faut savoir que notamment en France, Coleman a fait des concerts en étant injurié, sifflé, enfin, le jazzman, la réception du free jazz, pardon, j'ai dit, était difficile, hein, vraiment. Et puis en tant qu'Africain-Américain, évidemment. Et donc, apparemment, il aurait dit cette phrase-là, voilà, maintenant, tu sais ce que ça fait. Ce qui sous-entend aussi qu'il aurait fait exprès de ne pas présenter Derrida, quoi. Qu'il a mis Derrida dans une position, on va dire, désagréable. Voilà. C'est, encore une fois, une rumeur assez confirmée, mais pas assez pour que je l'écrive. Je peux la dire qu'à l'oral. A Joana queria só trazer uma referência. No Brasil, nós chamamos de história oral, né? Que é um rumor, que não está escrito, mas que ela ouviu de fontes, né? De testemunhos de pessoas que sabem da história. Bom, primeiro, o que ela disse, Derrida, então, vai ao palco, mas ele não foi apresentado. Então, o público não conhecia, não sabia quem era Derrida, não sabia que ele era Derrida, né? Então, há muitas questões aí, né? E ele então sai decepcionado, dessas vaias, etc., dessa interrupção, muito triste, claro, imagine. E depois o Ornette Coleman o encontra e diz algo, né? Maintenant tu sais ce que ça fait.
Cette expérience-là, oui. Oui, não, isso, ce que ça fait. Uhum. E aí ele diz, agora você sabe o que isso causa, ocasiona, o que isso gera. Né? E ao que parece é esse fato de falar sobre, né? De intelectualizar, né? Por meio de uma filosofia, tentar falar, então, para os negros americanos que estavam lá ouvindo o free jazz, né? Tentar falar sobre o free jazz. É muito interessante, porque nós vemos aqui, je parle lentement, mais tu me fais signe assim. É que nós vemos aqui um pouco disso, nós sentimos isso, né? No Brasil, isso começa a aparecer com uma força muito grande. Não sei se vocês percebem, mas é isso. O que você tem a dizer sobre o funk? Você não pode falar sobre funk. Por vezes há esta interdição ao discurso sobre, né? É bem difícil. No Brasil nós estamos num momento bastante complexo, né? De uma resistência incrível, em todos os movimentos, no movimento negro, no movimento gay, vários movimentos. Então, movimentos de gênero, de sexualidade, é incrível. E, por outro lado, há esta tendência que há a essa agressividade. Mas por movimentos que foram sempre, efetivamente, né, sempre agredidos, violentados. É muito interessante esse momento. E a sua fala vem no momento, sua conferência é importante para nós, que é esse que nós estamos vivendo. Alguma questão? Eu só gostaria de falar uma frase que me veio à mente de Foucault. Il m'est venu me traverser l'esprit une phrase de Foucault. Nós sabemos que o discurso era exatamente a matéria sobre a qual Foucault trabalhava. Foucault travaillait surtout sur le discours, c'est le matériau pour lui. E, num certo momento, são duas coisas importantes. Primeiro, ele disse que a música foi para ele, sobretudo a música contemporânea eletroacústica, foi para ele digamos, um accro, golpe, né? Tão forte quanto a leitura de Nietzsche. C'est que la musique contemporaine, électroacoustique, comme Boulez et d'autres, a été pour lui un accro comparable à la lecture de Nietzsche. E uma segunda observação interessante é: eu adoro ouvir um trecho de música sobre o qual eu não posso dizer nada. J'aime entendre un extrait de musique sur lequel je ne peux rien dire. Ça, c'est, à mon avis, excellent. Parce que ça rencontre tout ce que tu viens de dire d'une certaine façon. C'est... Non. Bon, non, tu peux parler si tu veux, c'est juste une observation. É só uma observação. Ah, sim. Claro. Ah, si tu as entendu notre jazz symphonique qui est très célèbre. Claro, claro. Alors, oui, merci. J'en ai beaucoup entendu parler, mais je suis tellement tombée, tu peux le dire vraiment, je suis tellement tombée amoureuse justement du samba et de tout ce que je peux écouter ici que non, je dois confesser que je n'ai pas pris ce temps-là parce que je passe toutes mes nuits dans les endroits où on trouve des rodos de cholo et de samba. Mais j'irai, bien sûr, s'il faut, je reviendrai encore une fois au Brésil. Ela ouviu, certamente ela ouviu falar da jazz sinfônica, mas ela se apaixonou a tal ponto pelo samba que então, quando ela pode, ela vai ou numa roda de samba ou numa roda de choro, etc. Mas que certamente ela irá ouvir a jazz sinfônica. Exilado nos Estados Unidos. Ele foi exilado. Inclusive, ali uma biografia que ele levou consigo seu piano para lá. Ele era de família muito rica, né? Ele foi, em certa época, bem crítico literário nos Estados Unidos. Escrevia, falava no rádio. Né? Sim. Então, talvez tenha sido daí essa crítica.
peut-être de là, c'est les éléments pour cette critique. Oui, oui, alors cette question-là, elle est très importante, très discutée. Le texte Le Pire d'Adorno, il date de 1936, il n'était pas encore aux États-Unis, il était à Oxford. Je crois que c'est Le Pire, hein, c'est en 1936. Alors, oui, il y a des raisons sociales comme ça c'est très clair. Moi, ce qui m'étonne quand même, et puis il y a aussi une autre raison très simple, qui est que le jazz qu'il connaissait surtout, c'était le jazz allemand. Et que le jazz allemand, c'était typiquement du jazz blanc, qui avait quand même plus grand-chose avec le jazz. C'était de la variété, on dirait aujourd'hui. Hein. Voilà, c'était vraiment de la variété. Alors ça a beaucoup été dit justement pour défendre Adorno, mais il sait pas de quoi il parle, etc. Bon, en 1936, sans doute, et son texte Le Pire qu'il écrit en 1936, oui, sans doute, on peut dire ça. Moi, ce qui m'a quand même étonnée, et c'est là où moi je suis en désaccord avec ces commentateurs qui, à mon avis, essayent de le défendre à tout prix, et je pense que ça vaut pas la peine, c'est que il meurt en 70, Adorno, et dans des textes qui datent de 1958 et de 1960, et même dans un texte de 68, 1968, c'est-à-dire le free jazz est déjà né, il continue à dire les mêmes choses. Et notamment quand il était aux États-Unis, il y a toute une période de sa vie où il travaille à la radio. Ça se passe très mal d'ailleurs. Il était très pénible. Hein. Je crois qu'Adorno n'est pas quelqu'un de très sympathique. Ça se passe très mal. Il travaille pendant 1 an à la radio et il travaille avec un collaborateur qui connaît extrêmement bien le jazz, qui en parle beaucoup. Voilà. Donc oui, encore une fois, il y a évidemment plein de raisons comme ça, historiographiques, sociales, etc. Mais vraiment, hein, je sais pas moi, en 1968, je crois, il dit les mêmes choses. Donc moi, je peux pas admettre l'argument de il a pas connu, il connaît quelque chose qui n'est pas du jazz mais de la variété. Non, le free jazz est déjà né là, pas possible. Voilà. Donc ma thèse, c'est de dire c'est pas tellement qu'il ne connaît pas le jazz, c'est qu'il n'a pas voulu connaître. Il ne veut pas. C'est autre chose de dire ça. Peut-être que du coup, il s'y est pas intéressé, il connaît vraiment pas. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il n'a pas voulu. Il y avait une volonté de pas connaître quand même. Bem, e a observação é que em 36 ele ainda não estava nos Estados Unidos, né? E ele estava na Inglaterra. E o que a Joana nos diz é que há razões, sem dúvida, né, sociais, etc., claras, sobretudo para os fãs do Adorno, as pessoas que o defendem, etc. E é interessante observar que o Adorno conhecia o jazz que era o jazz alemão, e ela destaca, o jazz branco, portanto. Então, vamos falar de 36. Mas o que Joana destaca, e ela diz assim, olha, eu não concordo com Adorno e não vale a pena ficar defendendo, né, mesmo que ela utilize Adorno na sua pesquisa, é que mesmo em 58, 60, 68, ou seja, o free jazz já havia nascido, já havia emergido, mesmo lá ele continua a falar a mesma coisa do jazz. Esse é o grande problema, ele continua a criticar o jazz. Trabalhando na rádio com os mesmos argumentos, com as mesmas críticas, os mesmos argumentos. Trabalhando na rádio com pessoas que conheciam jazz, etc., e então, o que a Joana diz é que ele é alguém que ele não conheceu propriamente o jazz e, ao que parece, não queria conhecer o jazz. Essa foi a postura que ele adotou. Né? E por isso, da crítica dela, mesmo que ela, como vocês observaram, mesmo que ela utilize, claro, o Adorno, o pensamento de Adorno, como ferramenta para a pesquisa dela. Podemos encerrar? Eu só vou encerrar por causa do horário, eu peço desculpas a vocês. Nós temos que encerrar às 19h aqui, por causa dos trabalhos administrativos, efetivamente, do Centro Universitário Maria Antônia. Eu quero muito agradecer ao Centro Maria Antônia por acolher esse evento, que é um evento, como quase todos do Colégio Internacional de Filosofia, é um evento inter, é um événement internacional, interscience, é um evento internacional, é um evento interciência, é um evento interdisciplinar, se vocês quiserem, né? Vocês têm pessoas de várias áreas aqui, um público heterogêneo tanto do lado de cá quanto no público, né? Então, queria muito agradecer ao Centro Universitário Maria Antônia da USP pela acolhida, agradecer muito a Ana Maria Kiefer pela gentileza de estar aqui conosco, discutindo e trazendo seu conhecimento.
E quem quiser vão conhecer, eu sugiro, por favor, e convido, só um convite a conhecer o trabalho da Ana na prática, né, isso que ela foi discutido, e agradecer muito, muito, muito a Joana Desplat-Roger, que em meio às suas férias nos concede, nos presenteia com uma conferência aqui em São Paulo. Né? Então ela interrompe as férias no Rio de Janeiro e vem aqui nos dar uma conferência gentilmente, não, com muito carinho. Eu queria te agradecer de todo o coração, je te remercie de tout cœur, né? Por nos trazer essa reflexão, e uma reflexão que foi muito bom. Eu conhecia seu livro, né? E novamente ela me convida a pensar algo juntos. Eu falava com a Ana Kiefer, quem sabe na Unesp, todos estarão convidados se eu organizar alguma coisa, se vocês quiserem xeretar o site do Instituto de Artes. Então tenho certeza que em breve haverá algo com Ana Kiefer, Joana, eu mesmo que seja por videoconferência. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigado, Joana, obrigado, Ana, obrigado à USP. Merci à toi. E uma ótima noite para todo mundo.